Dans ce livre, je suis allé faire des entrevues avec des dirigeants hautement placés qui ont dû gérer cette crise. Donc, notamment le maire Pierre Bourque à Montréal, le chef de cabinet de Lucien Bouchard, le directeur de mesures d'urgence à Montréal et le gouverneur de l'État de Maine. Mais je ne vais pas parler de Maine ce soir. Donc, voici le verglas, comment ça s'est produit. Ça a commencé dans l'océan Pacifique au début de l'année 1998. Et donc, cette air humide et chaud a traversé tout le continent nord-américain jusqu'à ça frapper une masse d'air froide qui provenait du nord. Et donc, ça a produit sur un vaste territoire à partir de Kingston en Ontario vers l'est, vague après vague de verglas pendant une période de 5 jours. Donc, ça frappait l'est de l'Ontario, le sud du Québec, le nord de l'État de New York, l'État de Maine et certains autres États et provinces à un moindre degré. Donc, voici une autre illustration de l'endroit frappé par ce verglas. Voici les résultats. Donc, ma première question, est-ce que c'était un désastre naturel? C'est le verglas, après tout, ou un désastre technologique. Et ce verglas a fait beaucoup d'autres endommagements, mais le plus grave était, ça a fait écraser le réseau électrique dans tous ces endroits dont je vous ai parlé. Et donc, voici une illustration de réseau électrique qui menait à l'île de Montréal, au centre de l'écran. Et toutes les pointilles indiquent la partie du réseau qui est tombée à cause du poids de la glace. Et ça avait comme beaucoup de résultats. Les gens étaient privés d'électricité, ils étaient privés de chauffage, lumière. On ne pouvait plus utiliser les cartes de crédit, par exemple. Les stations d'essence ne fonctionnaient plus parce que ça fonctionne à la base d'électricité. On ne pouvait pas recharger les ordinateurs. Mais peut-être le groupe le plus touché était les cultivateurs, les fermiers. Parce que dans les fermes modernes, on a des troupeaux nombreuses de vaches, par exemple, et on utilise l'électricité pour traire les vaches, pour sortir le fumier, pour pomper l'eau. Et si on ne traite pas les vaches à temps, ils deviennent malades, ils vont mourir. Donc, les fermiers, ça avait un très grave effet sur eux. Et si on peut imaginer dans le passé, on avait toujours de verglas au Québec et dans cette région d'Amérique du Nord. Mais ça n'aurait pas eu beaucoup de conséquences parce qu'on n'était pas si dépendant de l'électricité dans le passé, même dans les fermes, qu'on est aujourd'hui. Donc, on peut imaginer qu'il y avait autant de verglas par le passé, mais pas autant un désastre. Donc, ça démontre que ce désastre n'est pas juste naturel, c'est technologique, à cause de notre dépendance sur un réseau technologique. On peut montrer ça d'une autre façon aussi, que je l'ai fait également. Vous savez, au nord de l'État de New York, il y a un groupe qui s'appelle les Amish. Ils sont des fermiers et ils rejettent la technologie moderne. Ils refusent surtout de se brancher sur le réseau électrique. Et donc, les gens disent qu'ils utilisent une technologie du XVIIe siècle. Et donc, quand le verglas est arrivé, les fermiers et toutes les villes modernes étaient écrasées par ce verglas. Et on a envoyé des secouristes pour voir les gens dans les endroits ruraux, comment ça va, pour les aider, etc. Et on a pensé que, regardez, la société moderne est tellement affectée, les fermiers surtout, les pauvres Amish qui utilisent une technologie du XVIIe siècle, ils doivent être vraiment dévastés par tout ce verglas. Donc,
Mais quand les sécuristes sont revenus, ils ont dit, mais les Amish nous ont dit, mais c'est quoi le problème? On a perdu quelques branches, mais on traite les vaches à la main comme d'habitude. On a une poêle à bois pour se chauffer. On a les bougies, les chandelles pour la lumière. On mange les préserves. On a la vie comme tous les jours. Ce n'est pas un désastre ici, sûrement. Donc, de nouveau, ça démontre que ce désastre n'est pas juste naturel, c'est un désastre technologique à cause de notre dépendance de cette technologie. La deuxième question que j'aimerais aborder avec vous, c'est les dirigeants qui dirigent les crises comme ça. Est-ce qu'ils doivent divulguer ou ne pas divulguer les mauvaises nouvelles, les nouvelles épouvantables? Et je vais prendre une grande partie de ma présentation pour examiner cette question centrale. Et je dois vous dire d'abord que ce désastre a été généralement bien géré au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis. Et en général, on a utilisé la transparence. Là, les dirigeants ont raconté tout à la population, les mauvaises nouvelles aussi bien que les bonnes nouvelles. Et on l'a fait de façon organisée pour ne pas avoir deux porte-paroles qui entrent en contradiction. Et la présidente de la communauté urbaine de Montréal, Mme Dani Luc, l'a décrit ainsi, et je le cite. « Nous avons essayé de limiter le nombre de porte-paroles diffusant les messages officiels à ces deux personnes, le premier ministre Bouchard et le PDG des services d'électricité, André Caillé. Nous faisons très attention à ce que le message soit clair, soit simple et unique. » Donc, bien géré. Mais au pire moment de cette crise, on n'a pas suivi cette même transparence. Et c'est ça que je veux examiner avec vous. Regardez, c'est ça le réseau électrique dans cette partie de Québec. Et vous remarquez que c'est près de Granby où il y avait le plus de verglas. Et puis aux alentours, Saint-Hyacinthe, beaucoup de verglas. Un peu moins de verglas à l'île de Montréal. Mais les lignes de transmission, les grosses lignes de transmission qui menaient à l'île de Montréal provenaient de Saint-Hyacinthe et ces autres endroits, donc ils étaient écrasés. Même à l'île de Montréal, il y avait 5 grosses lignes de transmission qui menaient à l'île. 4 sont tombées à cause du poids du verglas. Donc, il restait une seule ligne. Et donc, les lignes qui tombaient, ça incluait les lignes qui alimentaient en électricité les usines de traitement d'eau et les pompes pour pomper l'eau. Et vous savez, dans toutes les villes, y compris Montréal, l'eau provient des gros réservoirs entreposés en hauteur. Donc, les dirigeants ont su qu'il y aura de l'eau pendant à peu près 4-5 heures. Mais ces lignes de transmission, ces 4, sont tombées juste avant midi, le 9 janvier, le vendredi, le 9 janvier. Et donc, on a calculé que l'eau va s'épuiser vers l'heure de souper, quand les gens utilisent beaucoup d'eau. Mais le problème, c'est qu'il y avait une ligne qui restait avec toute une série de petites lignes de distribution ici et là, et les lignes de distribution sont tombées sur les arbres, sur les maisons, donc ça peut causer un incendie. De plus, les gens étaient désespérés pour le chauffage, donc ils ont utilisé les cheminées et les foyers à outrance. Donc ça peut causer un incendie également. Certains ont utilisé une génératrice, mais il faut l'eau pour le refroidir. Si ce n'est pas refroidi, ça peut causer un incendie. Il y avait toute une série de possibilités pour qu'un incendie s'éclate. Mais si on n'a pas l'eau pour l'éteindre, donc ça sera une grave catastrophe. Surtout s'il y a du vent. S'il y a le vent, ça va se répandre à travers l'île de Montréal. Donc, les dirigeants étaient vraiment inquiets de ce qui va arriver. Donc, M. Pierre Bourque, le maire de Montréal, le décrit ainsi. La nouvelle la plus terrifiante, la plus épouvantable.
quand il était averti, on m'a dit que dans 4 heures, il n'y aura plus d'eau à Montréal. Et vous savez, en 1906, après un tremblement de terre, San Francisco a passé au feu. Toute la ville a été brûlée. Et donc, les dirigeants, en ce moment, avaient beaucoup peur que la même chose va arriver à Montréal. Monsieur Hubert Thibault, et toutes ces citations proviennent de mes entrevues à peu près 6 ans après le désastre. Lui, il est le chef de cabinet du premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, et il a dit, je le cite, « Il y a juste une ligne qui alimente l'île en énergie. À cause de la pression sur la ligne, le poids de verglas, la ligne faisait des ondulations d'une dizaine de pieds. Si celle-ci était sectionnée ou tombait, bien l'île de Montréal ne pourrait plus être alimentée. Et ça, au moment où les ponts avaient été fermés à cause de la glace qui tombait sur les véhicules. Alors là, on se serait trouvé face à une situation qu'on a eu évidemment de la difficulté à gérer. On était tous trappés. La population était trappée sur l'île de Montréal. Et en ce moment-là, on a senti qu'on risquait le désastre. Il a ajouté, cette nuit-là en particulier, on était à la porte d'une catastrophe de pas mal grande envergure. Et Hydro-Québec a essayé toutes sortes de solutions techniques pour réalimenter les usines d'électricité. J'ai fait d'entrevues avec un gestionnaire, M. Sylvain Tremblay, de Centre d'opération d'urgence, et il a dit, j'ai dû fournir 3 immenses génératrices à la station de traitement d'eau pour essayer de la remettre en marche. Les essais, avec les travaux des ingénieurs, des spécialistes, pour le faire repartir, ont été négatifs. Alors, ça a été le choc de s'apercevoir que de remettre en marche la station de traitement, c'était toute une aventure. Et ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire du jour au lendemain. Donc, vous pouvez imaginer l'état d'esprit de ces dirigeants qui, tout ce que Hydro-Québec avait tenté de faire ne marchait pas. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à penser ces dirigeants? Et il y a une supposition très répandue, pas juste chez les dirigeants au Québec ou ailleurs, chez la population en général, que s'il y a un sinistre, ça engendre une dissension de l'ordre. On pense que la vérité est alarmante dans une crise. Les dirigeants se doivent donc de ne pas divulguer les mauvaises nouvelles à la population. Et ce genre de panique est arrivé parfois. Il y a une base pour penser que ça, une raison pour penser que ça. Et un exemple, c'est une usine de Pétrochine en Chine qui a éclaté, qui a explosé en 2005. Et les autorités ont déversé 100 tonnes de benzine dans une rivière. Donc, en aval, il y avait une communauté, une ville de 4 millions de personnes. Alors, on a averti ces autorités que cette contamination de l'eau va arriver, donc les autorités ont fermé leur entrée d'eau. Et puis, ils ont raconté à la population, oh, on l'a fait juste pour faire des réparations. Mais la population ne l'a pas cru, parce que dans le passé, les dirigeants n'ont pas divulgué l'information des mauvaises nouvelles. Alors, en ce cas, ils ont imaginé toutes sortes de choses. Il y avait, quelques semaines plus tôt, il y avait un tremblement de terre au Pakistan, qui n'était pas très loin. Et donc, la population a commencé à penser que oh, les autorités, quoi qu'on connaît, savent qu'un tremblement de terre va arriver ici, dans notre ville. Mais il ne peut pas prédire un tremblement de terre, mais c'est ça que les gens ont pensé. Alors, les rumeurs ont commencé parce que les autorités n'ont pas divulgué la vérité. Et donc, il y avait le chaos, la panique, les gens tentaient de fuir. Quand les dirigeants refusent de divulguer les mauvaises nouvelles,
on développe, on accumule une sorte de dette de confiance. On est méfiant envers les autorités parce qu'on n'a pas pu avoir confiance à eux dans le passé, donc on ne va pas les croire ce qu'ils racontent en ce moment. Donc, ça, c'est un exemple où il y avait une véritable panique, mais dans ce contexte où les autorités n'ont pas divulgué la vérité dans le passé. Le deuxième exemple de panique, c'est l'ouragan Katrina, qui a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005. Et donc, il y avait certaine panique et vandalisme, c'est vrai. Et ça, c'est lié parce que Nouvelle-Orléans était très connue avant que Catherine est arrivée pour son extrême pauvreté, problèmes d'addiction, de violence en temps normal. Mais en plus, les autorités ont fait des réponses inadéquates, les dirigeants inadéquats lors de SINES. Je n'ai pas besoin de le résumer ici, vous le connaissez tous. Mais quand même, cette panique et violence, même à Nouvelle-Orléans, lors de Katrina, a été exagérée par les médias. Les médias aiment bien sauter sur quelque chose de sensationnel et ça fait des nouvelles. Et donc, ça exagère ce qui se passe. Donc, en plein milieu de la crise, le maire Ray Nagin a déclaré que les milliers de personnes agglutinées dans le Superdome voyaient des voyous tuer et violer des gens. Mais aucun meurtre et viol n'a été jamais confirmé dans le Superdome. L'ancien chef de police allait parler à l'émission Oprah Winfrey. Il a déclaré que les bébés étaient violés et des touristes battus, mais puis il a admis par la suite qu'il a simplement répété des déclarations qui n'étaient pas confirmées. Donc, il y a beaucoup d'exagération dans les désastres, et donc, par des médias. Et donc, les chercheurs qui ont examiné cette question ont trouvé qu'il y a cette exagération, et donc ils parlent de la mythologie de désastre. Donc, les études ont trouvé que les vols et la panique sont bien moindres que ne le croit le public, la presse et les autorités. Comportement normal est omniprésent. Les crimes sont en baisse. Les gens s'entraident. Les victimes sont les premiers répondeurs. Les décisions sont rationnelles. Autrement dit, la Chine, la Nouvelle-Orléans sont des exceptions. Ça arrive parfois dans les cas particuliers, mais ils sont des exceptions. Donc, ces chercheurs ont suggéré la planification, de la bonne gestion d'une crise. Ça veut dire d'avoir un porte-parole qui inspire confiance, qui communique les renseignements importants, les bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises nouvelles à la population, et demande sa coopération pour suivre un plan d'action. Donc, les gens ont besoin d'informations correctes afin d'agir pour diminuer la crise. Et donc, s'ils ne reçoivent pas l'information correcte, peut-être par inadvertance, ils vont faire quelque chose qui va empirer la situation. Aussi, c'est trop difficile pour les dirigeants de microdiriger tous les actes. Donc, c'est beaucoup mieux de donner à la population l'information correcte et puis ils vont agir en conséquence. Ils ne vont pas paniquer. En tout cas, c'est ça ce que la recherche a trouvé. Maintenant, ce que je veux examiner avec vous, au pire moment de la crise au Québec, à Montréal, est-ce que les dirigeants ont suivi le modèle de transparence? Et il y avait une grande commission d'enquête après le désastre de Verglas, et voici ce qu'ils ont conclu. La commission constate que le premier ministre, le maire de Montréal et la haute direction d'Hydro-Québec ont été prévenus du manque possible d'eau potable. La présidente de la communauté urbaine de Montréal, vous savez, à ce moment, c'était avant la fusion, donc il y avait la grosse ville de Montréal qui faisait le traitement d'eau pour toutes les villes aux alentours, les petites villes aux alentours, et puis tout ça sur l'île de Montréal, et tout ça a été administré par une communauté urbaine de Montréal. Donc, la présidente de la communauté urbaine de Montréal n'a pas été informée de ce qui se produisait qu'en fin d'après-midi, le 9 janvier. Ni les maires des autres villes desservies en eau par Montréal, ni la population concernée n'ont pas été informés.
jusqu'à l'avis public demandant qu'on fasse bouillir de l'eau. Et ça s'était diffusé après que les stations de traitement d'eau ont été remises en marche. Bien que la Commission comprenne les raisons qui ont mené à ces décisions, notamment la peur de la panique, ce mode sélectif de diffusion d'une information sensible devrait être au moins réexaminé. C'est ça que dit la Commission et c'est ça que je fais ici dans mon étude. Essayer de le réexaminer. Le maire de Montréal, il a dit, quand c'est arrivé, il faut se souvenir que c'est arrivé juste avant midi, et puis tout l'après-midi, Hydro-Québec travaillait comme fou pour remettre en marche les usines de traitement d'eau. Et les dirigeants, comme M. Bourque, ils étaient vraiment inquiets de ce qui s'est passé. Et il dit dans mon entrevue, je le cite, « Les gens n'ont jamais vraiment su ce qui s'est passé. » Et même maintenant, je ne sais pas si les gens au Québec savent ce qui s'est passé. M. Jean-Bernard Guindon, le directeur du Centre de sécurité civile de la communauté urbaine de Montréal, et je le cite pour montrer comment ça s'est passé juste à peu près à midi, c'est lui. Le coordinateur de la Ville de Montréal m'avait appelé pour me demander si j'étais d'accord avec l'idée de ne pas annoncer à quiconque qu'il était pour y avoir une pénurie d'eau potable, parce qu'il en craignait les conséquences d'informer la population, soit que tout le monde commence à remplir sa baignoire et des jarres d'eau et que là, on tombe prématurément en pénurie d'eau potable. Parce qu'on a un système qui marche avec d'immenses réservoirs, il y a 7 grands réservoirs, et que nous en avons, selon lui, pour 4 heures, si on le disait aux gens et aux autres villes, et qu'on en a pour 8 heures, si on ne le disait pas. Parce que lui considérait qu'en 8 heures, il était sûr qu'Hydro-Québec rétablirait le courant dans au moins une des 2 stations. C'est le pari qu'il a fait, lui, le directeur de Montréal, et j'avoue que j'ai trouvé que c'était le bon pari à faire à l'époque et j'ai donné mon accord de ne pas le dire à personne qu'il y avait cette crise de pénurie. Donc, les suppositions des dirigeants lors de la crise de communication des dirigeants de ne pas divulguer la pénurie imminente de l'eau, donc il y aura consommation normale, le stockage d'eau épuisé en 8 heures. Divulguer la pénurie imminente de l'eau, donc panique. Tout le monde va remplir les baignoires. Le stockage d'eau épuisé en 4 heures. Selon cette logique, alors, il faut ne pas divulguer ces mauvaises nouvelles. Monsieur Florent Gagné, le sous-ministre, le ministre de la Sécurité publique au Québec, il a décrit la situation ainsi. La pénurie imminente d'eau n'a pas été communiquée à la population parce qu'on craignait la panique et que les gens vont se dépêcher vite remplir leur baignoire. Et si tout le monde remplissait la baignoire, il n'y aura évidemment plus d'eau à Montréal. Il ajoute, quand on a un élément d'information comme ça, on se demande tout le temps, est-ce que je dois en informer le public? Et puis on reporte la décision. On reporte, jusqu'à ce qu'on nous dise que la situation est rétablie. Ouf! La décision a été reportée en attendant qu'on ait plus d'informations. Et M. Gagné ajoute, quand une situation aussi grave que celle-là, je crois que les gens réalisent vite qu'il faut éviter que ce soit annoncé. Il faut garder ces renseignements. Il ne faut pas aller aux nouvelles. Donc, plus grave l'information, plus portés les dirigeants sont à le garder secret. Le maire de Montréal, Pierre Bourque, avait une entrevue avec Bernard Derame, le journaliste à l'époque, à peu près à 1h30 l'après-midi. Et dans mon entrevue, des années plus tard, il le dit, peut-être c'est même dans son livre, il dit, l'atmosphère était tendue. Je connaissais la vérité. Je savais que c'était très sérieux, qu'il n'y aurait plus d'eau dans quelques heures. Cela voulait dire que plus d'1 million de personnes pouvaient être en difficulté. Je demandais à la population de demeurer calme, de rester à la maison, d'attendre que tout cela se passe.
J'affirmais qu'on maîtrisait la situation, alors qu'on ne maîtrisait rien de tout. Fin de citation. Alors, dans mon entrevue, j'ai demandé à M. Bourque pourquoi a-t-il déclaré que les autorités avaient la situation en main, qu'ils maîtrisaient la situation, alors qu'il n'en était rien. Et le maire a répondu, pourquoi? Avoir dit ça, l'arrêt des stations de traitement d'eau, ça aurait sémé la panique. Ça aurait été fou et impossible à gérer. Puis moi, la panique, je l'ai vécue. Ça fait mal. Ça aurait fait peur. Et là, il y aura eu toutes sortes d'accidents, éventuellement des gens qui se sauvaient. On aurait pilé tous les commerces vendant de l'eau. Alors, je ne voulais pas ça. Donc, éventuellement, vers la fin de l'après-midi, le président de la communauté urbaine de Montréal a été informé. Mais là aussi, son groupe, à la communauté urbaine, supposait la panique. Les gens disaient, je le cite, « Si on l'annonce, c'est sûr que les gens vont paniquer. Ils vont commencer à remplir leurs bains et leurs pots avec de l'eau. » On essayait de restreindre le nombre de personnes à qui on donnait l'information parce qu'on avait tellement peur que quelqu'un, un des collaborateurs autour de la table, décide de parler à quelqu'un, puis que quelqu'un parle aux journalistes. On sait que ça se passe dans ce genre de situation. Donc, M. Gagné, le sous-ministre de Sécurité, a fait la justification suivante de la non-transparence. Les bienfaits de la transparence auraient été rapidement compensés par un malheur encore plus grave. Je n'ose même pas imaginer la situation de panique que ça aurait pu provoquer dans la population. De sorte que, outre les multiples crises, on aurait dû en gérer une autre, celle d'une population en panique. Et il a ajouté, lorsque c'est un pouvoir traumatisant et un pouvoir de déstabilisation sociale, moi je suis persuadé, en tout cas je ne conseillerais jamais aux autorités politiques de divulguer une telle information qui serait préjudiciable à la population. Et vous savez, il y avait une seule ligne de transmission qui restait et ça fait des ondulations très, très larges à cause du poids de verglas. Et en fin de compte, ce que Hydro-Québec a fait, c'est qu'ils ils n'ont pas pu faire marcher les usines de traitement d'eau avec les génératrices. Donc, cette seule ligne qui restait, qui alimentait le centre-ville de Montréal, le métro, les gratte-ciels, ils l'ont pris et ils l'ont changé aux usines de traitement d'eau parce qu'ils ont cru que l'eau était l'infrastructure le plus indispensable. Mais quand la population de Montréal a vu qu'on n'a plus le métro, les gratte-ciels sont noirs, maintenant ils ont pensé que la situation est beaucoup pire. Mais ces hauts dirigeants ont pensé, maintenant nous avons de l'eau. S'il y a incendie, nous pouvons l'éteindre. C'est beaucoup mieux maintenant, ils ont cru. Mais cette seule ligne fait des ondulations, ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc j'ai posé la question à M. Thibault, que se serait-il passé si les stations de traitement étaient restées arrêtées pendant 10 heures ou 24 heures ou plus? Et M. Thibault a répondu, il aurait fallu prendre des décisions rapides. Lesquelles? God knows. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et d'ailleurs, c'est pour cela que cette nuit-là, en particulier, on était à la porte d'une catastrophe de pas mal grande envergure. Menace d'incendie sans l'eau pour l'éteindre dans une île où les gens étaient trappés parce que les ponts ont été fermés. Donc, il faut s'imaginer être dans les souliers de ces dirigeants. C'est une véritable crise difficile. Donc, est-ce que les dirigeants, ils doivent tout dire ou cacher? Pierre Bourque a tenté de répondre à cette question. Est-ce qu'un politicien doit tout dire à la population, cacher des choses? Ça, c'est une question d'éthique. Moi, je pense que j'ai pris la bonne décision. Je ne l'ai jamais regretté. C'est sûr que si le premier ministre ne m'avait pas appelé à 4 ou 5 heures, j'aurais été mal à l'aise avec ma conscience.
J'aurais été obligé de faire un plan B avec lui. Évacuer? Je ne sais pas. Je n'ose même pas penser comment. Qu'est-ce qu'on a de faire? Quand les ingénieurs m'ont appelé de l'usine en me disant « Monsieur le maire, il y a de l'eau », ça a été la grande victoire, peut-être la plus grande victoire sur le verglas. Et donc, j'ai posé la question, quelles sont les conditions dans lesquelles les décideurs doivent révéler ce genre de renseignements? M. Gagné, le sous-ministre de Sécurité, a répondu deux conditions. Premièrement, c'est le moment où il faut informer la population. À mon avis, on doit retarder autant que possible ce moment-là jusqu'au moment où on est convaincu que la population doit agir. Là, on n'a pas le choix. Donc, si on veut que la population fasse quelque chose, il faut l'informer pour qu'il fasse l'action qu'on désire. Deuxièmement, la donnée technique aurait été déterminante. S'il n'y a pas de problème pendant 3 jours parce que les réservoirs sont assez grosses pour fonctionner pendant 3 jours, probablement on sera allé à la limite de la capacité technique. J'imagine que c'est comme ça qu'on l'aurait géré. Donc, la transparence aurait été inversement proportionnelle à la capacité des réservoirs. Plus grands les réservoirs, plus longtemps on attend avant de donner les mauvaises nouvelles à la population. Maintenant, 6 ans plus tard, quand j'ai fait des entrevues, 7 ans plus tard, la majorité de ces dirigeants ont cru qu'ils ont fait la bonne chose de ne pas divulguer cette information. Mais il y a certaines personnes qui commencent à changer d'avis. André Brunel, du service d'incendie de Montréal, il m'a dit, avec le recul de temps, on est arrivé à la conclusion que dans un autre cas, on informerait les maires des municipalités pour leur dire de ce qui est arrivé exactement. Quelles sont les actions que nous sommes en mesure de prendre et comment nous anticipons être capables de régler la situation. Donc, il informerait les autres autorités. Mais il ajoute aussi, on est désormais plus enclin à penser qu'il faudrait informer les gens, la population aussi, et les aviser également des conséquences si ceux-ci ne suivent pas la ligne de conduite qu'on leur recommande. Mais la personne qui a changé le plus, c'est M. Jean-Bernard Guindon. Et après des années de réflexion, le directeur du Centre de sécurité civile de Montréal a dit qu'il faut maintenant, il a décidé que c'est mieux d'informer la population et la demander de conserver de l'eau. Et je le cite, et si on fait ça, nous n'aurions eu de délinquants que des délinquants habituels de la société qui auraient pris un surplus d'eau. Mais au total, on aurait fait une importante économie d'eau parce que les gens auraient mieux collaboré. Aujourd'hui, avec ce que je sais, avec l'expérience acquise, c'est sûr et certain que je l'aurais influencé au maximum pour ne pas garder le secret. Il ajoute, les statistiques ont démontré, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y a pas plus de vandalisme lors d'une situation de sinistre qu'en temps normal. Alors, c'est des pensées des croyances comme ça qu'on entretient et qui sont dommageables parce que ça crée des mythes dans la population et chez les dirigeants qui rendent la gestion de la population beaucoup plus difficile. Et en plus, il ajoute, avec le recul de temps, puis après y avoir longtemps réfléchi, ça nous permet toujours d'apprendre dans de telles situations. Et être dans l'erreur, ce n'est pas l'idéal, mais c'est moins grave de persister dans l'erreur. C'est sa conclusion. Donc, si on regarde notre tableau de nouveau, il y avait 3 options, et non pas juste 2. Et les dirigeants, pendant la crise, ont pensé à 2 options. Mais ne pas divulguer la pénurie imminente de l'eau, consommation normale, stockage d'eau sera épuisé en 8 heures. Ça donne 8 heures à Hydro-Québec. Ce que les chercheurs appellent le mythe concernant la divulgation de pénurie imminente de l'eau, panique. Les gens vont remplir les baignoires. Le stockage de l'eau sera épuisé en 4 heures. Mais la 3e possibilité, si on divulgue la pénurie imminente de l'eau,
avec des solutions par une porte-parole qui inspire confiance, comme Lucien Bouchard. Il y a la coopération, la conservation de l'eau, stockage de l'eau épuisée va durer 12 heures. Ça donne encore plus de temps à Hydro-Québec. Donc, ça, c'est une leçon, en tout cas, à discuter et à apprendre. Pourquoi les dirigeants n'ont pas révélé l'imminente pénurie d'eau? M. Guindon répond, c'est basé sur une supposition, d'être certain d'avoir rétabli l'eau avant d'avoir une véritable panne. Je dis bien la certitude, à mon avis, c'était là l'erreur. On ne pouvait pas avoir cette certitude dans une situation aussi catastrophique que celle-ci. Alors, il fallait faire comme si on avait manqué l'eau pendant beaucoup plus longtemps. Moi, je l'ai cru quand on a dit qu'il y avait une assurance formelle de la part d'Hydro-Québec qu'on aurait l'eau avant la période de 8 heures. Aujourd'hui, j'aurais dit que je n'y croyais pas, qu'il fallait annoncer qu'on allait avoir une pénurie d'eau potable et qu'il fallait préserver l'eau. Je pense qu'avec le recul, même avec la certitude, il aurait fallu avertir les gens. Et comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment une certitude, il y avait une ligne attachée aux usines qu'on a changé de place, qui peut tomber à n'importe quel moment. Donc, la possibilité existait que la pénurie va durer beaucoup plus longtemps. Le secret risque, comme en Chine, de miner la confiance dans les dirigeants. M. Florent Gagné l'exprimait lui-même. Je sais que les gens peuvent s'imaginer que la prochaine fois, le gouvernement nous cache des choses, et peut-être ça sera le cas. Parce qu'une fois que les citoyens le savent, ils vont demander, mais pourquoi est-ce que les dirigeants n'ont pas informé la population de ça? Qu'est-ce que d'autre? Est-ce qu'ils cachent d'autres choses de nous? Donc, on perd confiance aux dirigeants si on les cache des choses. Donc, si on ne divulgue pas d'informations importantes, il y a une sorte d'accumulation d'une dette de confiance. Et la crédibilité des leaders diminue. C'est ça qui est arrivé en Chine. Tandis que si on a la transparence, on raconte des choses véritables, alors accumulation de crédit de confiance. La crédibilité dans les dirigeants augmente pour la prochaine crise, parce qu'il y a toujours des crises. M. Gagné ajoute un commentaire suivant, assez intéressant aussi. Il a prétendu que cacher, ne pas divulguer, c'est vraiment du ad hoc dans chaque fois. Elle fut bonne cette fois-là, peut-être qu'une autre fois, une décision de même nature serait très mauvaise. Et pourquoi est-ce qu'elle a été bonne cette fois-ci? Sans doute qu'on a été chanceux. On a été chanceux qu'au bout de 4 ou 5 heures, les choses reviennent à la normale. Mais c'était bien possible que dans une prochaine fois, on ne sera pas chanceux, qu'on ne peut pas trouver une solution technique si vite que ça, ou que le vent va souffler, l'autre ligne va tomber, etc. Donc, de se fier sur la chance au lieu de se préparer, fondé sur l'évidence de comment les gens réagissent en temps de crise. Il semble que le deuxième est préférable. Bon, juste 2 autres questions, assez vite, que je vais aborder avec vous. Le pire des scénarios, est-il assez pire? Et donc, M. Gagné a dit, nous n'étions absolument pas préparés pour ce verglas, car nous n'avions jamais envisagé une telle tempête de verglas et nous n'avions donc rien planifié à cet égard. Nous n'avions jamais prévu qu'un tel événement, même dans nos pires scénarios. Donc, les scénarios qu'on avait n'étaient pas assez pires. Il ajoute, nous pensions bien évidemment que c'était pratiquement impossible d'avoir un verglas comme ça. Je suis convaincu que dans l'esprit des administrateurs de cet équipement de Montréal, une panne électrique des usines de traitement des eaux ne pouvait tout simplement pas se produire. Mais c'est arrivé. Y a-t-il un manque de planification et de prise de bonnes décisions? M. Pierre Bourque aussi a dit que c'était presque
impossible que ce scénario se produise. Il dit, j'ai étudié les contrats que la Ville de Montréal avait signés avec Hydro-Québec en 1973, au moment de la construction de l'usine des traitements des eaux. Bien que ces contrats ne laissaient penser qu'un jour, Hydro pourrait ne pas fournir de l'électricité à cette usine. Cela n'était même pas mentionné dans ces contrats. Il y aurait toujours de l'électricité. Cela ne faisait aucun doute. Avant que ces usines de traitement des eaux de Montréal cessaient de fonctionner en raison de manque de courant lors de la tempête de verglas de 1998, le service public d'électricité avait toujours soutenu qu'un tel scénario était impossible. Et ce n'est pas juste au Québec que ça s'est arrivé. La compagnie pétrolière BP, 6 mois avant qu'on avait cette catastrophe dans le golfe du Mexique, ils ont soutenu dans un rapport qu'ils ont écrit à une commission américaine que ce qui est arrivé est impossible. Mais 6 mois plus tard, l'impossible s'est produit. Et donc, voici ce qui est arrivé au golfe du Mexique. Donc, désastre, parce que habituellement, c'est ce qui est arrivé est pire que les pires scénarios. Donc, il faut rappeler que les pires scénarios sont des scénarios. Ils sont construits, ils sont imaginés. Il n'est pas nécessairement le pire résultat. Le pire scénario n'est qu'une extrapolation fondée sur les expériences dans le passé récent. Et est-ce que ça veut dire que les pires scénarios sont des échecs des calculs de risque? Dans un sens, oui. Dans le sens qu'ils démontrent les limites de nos calculs. Mais dans un sens, non. Dans le sens qu'il ne faut pas blâmer les calculateurs parce qu'ils n'avaient pas d'autres informations pour se baser. Quatrième question que j'aimerais examiner avec vous. Les extrapolations de sécurité, les pires scénarios, à partir des données sur le passé, sont-ils fiables à l'ère des changements climatiques provoqués par des activités humaines? Voici un graphique de température des océans, des terres, qui a montré qu'il est monté de 1880 jusqu'à nos jours. Donc, la température est en train d'augmenter à cause du réchauffement planétaire, à cause des activités humaines. Quelles activités? Mais voici la forêt boréale à l'ouest canadienne. Voici comment ça a l'air après qu'on a commencé les mines, effectivement, de bitumen, de tar sands. Donc, le changement climatique est-il incertain ou imprévisible? J'aimerais juste arrêter un instant sur l'idée d'incertitude et d'imprévisibilité. Il faut faire attention de ne pas les utiliser comme excuses. Après Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans, le président George W. Bush a dit, et je le cite, « Je crois que personne n'a anticipé l'écrasement des digues pour empêcher que l'eau entre. » Mais en fin de compte, c'est précisément ça que toute une série de rapports scientifiques avaient prévu. Nouvelle-Orléans était en danger depuis assez longtemps. Donc, il faut faire attention de ne pas utiliser l'incertitude, l'imprévisibilité comme excuse. D'autres excuses qu'on entend très souvent après un désastre, c'est un acte de Dieu, ou c'est rarissime, ça arrive une fois tous les 1000 ans. Mais en fin de compte, avec le changement climatique, on n'est pas sûr que c'est si rare comme ça. Et donc, moi, je dirais qu'il faut poser la question incertain à propos de quoi? Il y a très peu d'incertitude sur le changement climatique. L'évidence des climatologues nous démontre qu'il y a beaucoup d'évidence qu'il y a un réchauffement planétaire causé par les activités humaines. Où on est incertain, c'est exactement ce qui va se passer, quelle sorte de sinistre va arriver. Et dans ce sens, la climatologie est semblable à la séismologie. Avec les fissures dans la planète, on sait qu'à certains endroits,
comme le Japon, il y aura des tremblements de terre. Mais on ne peut pas prédire quand ça va arriver, exactement à quel endroit ça va arriver, quel sera l'impact. Donc, ces genres de précision dépassent notre connaissance en ce moment. Mais on a une très bonne connaissance scientifique que le tremblement de terre va arriver autour de ces fissures. Même chose avec climatologie. C'est exagéré de dire qu'il y a incertitude que le changement climatique va arriver. Avec le réchauffement planétaire, il y a de très bonnes évidences scientifiques que ça va arriver. Mais ces climatologues ne peuvent pas prédire exactement où sera telle ou telle conséquence. Mais ils peuvent prédire des conséquences éventuelles, sans savoir exactement où ou quand ça va arriver. Donc, des inondations, des incendies, sécheresses, ouragans, infestations des insectes deviennent plus fréquentes. Ils existaient toujours, mais ils deviennent plus fréquentes et plus intenses. Quand le permafrost s'effondre, éventuellement, le niveau des océans va se monter. Et le pire risque, c'est le risque d'irréversibilité. La sorte de climat que nous avons, qui est très avantageux à nous, on est adapté. Peut-être on va changer une autre sorte de climat, ou pluriel climat, qui ne sera pas si avantageuse et qu'on ne peut pas retourner au passé. Donc, le niveau de verglas, je crois que les scientifiques disent qu'on n'a pas d'évidence pour dire que ça a été causé par le changement climatique. C'était tôt, par exemple. Mais ça nous donne une sorte d'avant-goût des temps extrêmes dans l'avenir que peut-être nous allons subir. Donc, les extrapolations de sécurité à l'ère de changement climatique, je crois qu'un nouveau climat est en train de s'émerger avec les nouvelles fréquences des temps extrêmes et de nouvelles intensités. Et les nouvelles technologies créent de nouveaux risques. Par exemple, je vous ai dit dans le passé que notre dépendance sur le réseau électrique nous rend, paradoxalement, plus vulnérables que les Amish, qui utilisent une technologie du XVIIe siècle et qui nous rend plus vulnérables que nos arrière-grands-parents. C'est paradoxal, mais c'est vrai pour ce genre de désastre. Mais c'est la même chose quand on se dépend des sables bitumineux, quand on se dépend maintenant de forage de pétrole en eau profonde, en fracturation hydraulique, etc., on crée une sorte de dépendance qui nous rend vulnérables, dans ce sens, au changement climatique, au réchauffement de la Terre. Alors, avec ce changement climatique, de se fier à ce qui s'est passé dans le passé et puis simplement faire une extrapolation sur le pire qu'on peut avoir ou sur la sécurité qu'on peut avoir, ce n'est pas bien fondé. Donc, ça risque d'être erroné. Il y a une possibilité de discontinuité à cause du changement climatique qui va fausser nos extrapolations simples du passé. Et donc, pour terminer maintenant, Québec a démontré une résilience impressionnante après le désastre de verglas de 1998. Le Québec a rebondi après ce désastre. Donc, la résilience, l'adaptation sont nécessaires à l'ère des changements climatiques. Mais l'atténuation est nécessaire aussi pour empêcher ou amoindrir les effets des changements climatiques néfastes. Et je vous donne l'exemple de National Geographic, qui a décrit comment nous mettons les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, un peu comme si on ouvre le robinet dans la baignoire. Et donc, on laisse couler beaucoup d'eau. Éventuellement, ça va déborder. Bon, il faut faire l'adaptation dans le sens il faut essuyer le plancher. Il faut être résilient. Il faut se rebondir de ça. Mais il faut fermer le robinet aussi. Et donc, c'est la même chose pour les gaz à effet de serre. Il faut s'adapter, oui. Il faut être résilient, oui. Mais il faut les atténuer, diminuer les gaz à effet de serre. Et même, on peut dire que moins on fait l'atténuation,
plus cher les dépenses pour s'adapter, pour se préparer pour le désastre et plus cher pour rebondir après le désastre. Merci beaucoup. 5 ans plus tard, de prendre la bonne décision. Mais c'est difficile sur le champ. Au moment d'une crise, il faut agir vite. On n'a pas le temps de beaucoup réfléchir sur ça. Mais même M. Guindon a accepté cette idée pendant la crise qu'il faut se taire, il ne faut pas divulguer. C'est après beaucoup d'années de réflexion qu'il a changé d'avis. Mais beaucoup de ces autres personnes, la majorité, n'ont pas changé d'avis. Ils ont cru qu'ils ont bien fait de ne pas divulguer. Mais M. Gagné a dit qu'on était en fin de compte très chanceux, qu'il n'y avait pas de vent, parce qu'on avait peur que les rumeurs vont commencer. Et si on cache l'information, on peut dire que c'est plus probable que les rumeurs vont commencer. Les gens vont commencer à imaginer quelque chose. À un moment donné, les gens qui vivent dans les quartiers en hauteur, on va les renseigner à travers le robinet qu'il va manquer d'eau. Et puis ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les dirigeants n'ont rien dit. Et donc, ils ont pris un risque. On prend un risque des deux bords, des deux côtés, de divulguer, oui, peut-être il y a certains risques que les gens vont paniquer, mais la recherche démontre que ça c'est d'habitude exagéré, largement exagéré. Mais si on cache l'information, on prend le risque aussi. Il y a un risque des deux côtés. Le risque que les rumeurs vont commencer et donc les gens ne seront pas préparés. Ils vont faire quelque chose inapproprié par inadvertance parce qu'ils ne savaient pas l'information qu'il faut. Donc il y a un risque des deux côtés. Je crois que la recherche sur des désastres a démontré, premièrement, qu'on ne peut pas avoir de certitude, donc, mais on peut avoir la meilleure connaissance possible. Et la recherche antérieure dans les désastres a démontré qu'en général, les gens ne vont pas paniquer. La panique est exagérée par les médias. Et les gens vont agir rationnellement, pas irrationnellement. Ils vont s'entraider. Et les médias ont tendance de minimiser ça et d'exagérer les cas de vandalisme et panique, etc. Mais ça dépend de la situation intérieure aussi. Si on est dans un contexte où les dirigeants n'ont pas divulgué dans le passé à la population des informations importantes, donc les citoyens vont se méfier de ce que les dirigeants les disent maintenant. C'était le cas de la Chine. Et donc, le Nouvelle-Orléans est un exemple d'une ville où il y avait beaucoup de violence dans le passé. Donc, il y a tendance de pauvreté, il y a beaucoup plus de tendance de paniquer. Ici, à Montréal, je crois qu'on n'avait pas cette histoire de ne pas divulguer qu'il y avait la Chine. On n'avait pas l'extrême pauvreté ou problèmes sociaux qu'il y avait à Nouvelle-Orléans. Donc, je crois qu'à Montréal, c'était très probable à mon sens, et c'est à vous de juger, je vous donne les deux côtés de la médaille, et parce que ces dirigeants, certains ont pris un côté, le côté que je prends éventuellement, de la transparence, mais d'autres ont pris d'autres côtés qu'ils ont bien fait de cacher. Mais à Montréal, dans ce contexte où le crime n'était pas plus que les autres villes, où les dirigeants ont divulgué, et ils ont très bien fait avec transparence, avant ce moment pire de la crise, le vendredi, ils étaient très transparents. Vous vous souvenez de Lucien Bouchard et André Caillé à la télévision. Je crois que, vraisemblablement, Guindon a raison, que ça aurait très bien marché ici à Montréal d'être transparent aussi. Donc, on ne peut pas avoir tout à fait la certitude, mais je crois que c'est bien probable que la meilleure façon de gérer cette crise à Montréal aurait été avec plus de transparence. Maintenant, en fin de compte, ça a bien marché. La grave crise n'a duré qu'à peu près 6 heures, mais ça aurait été possible que ça dure beaucoup plus longtemps que ça si cette haute file tombait. Donc, ces dirigeants ont pris un risque aussi de leur façon. Ça a bien tourné. Peut-être M. Gagné avait raison, on était chanceux, mais il ne faut pas se fier à la chance non plus. Janvier 1998, on avait le réseau électrique le plus renforcé qu'on avait jamais eu. On a mis, tu sais, les lignes une sorte de double ligne dans les lignes de transmission. Et une ligne portait l'électricité,
l'autre ligne était là pour se protéger contre le foudre. Et donc, mais le problème, c'est que normalement, il ne porte pas d'électricité. Alors, ces lignes, deuxième ligne, contre une possibilité de panne, de foudre, a aggravé le problème de ce désastre parce que la glace s'accumulait encore plus sur cette ligne qui n'avait pas d'électricité que l'autre ligne qui en avait et qui, avec la chaleur, a fait fondre l'électricité à une certaine mesure. Autrement dit, certaines avances technologiques pour se protéger peuvent aggraver le problème. Et ça, c'est un exemple. Apparemment, dans le Super Bowl l'autre dimanche dernier, où la panne d'électricité a été causée par 6 millions de dollars dépensés pour des mesures de sécurité pour empêcher exactement ça. Donc, la technologie nous amène des solutions, oui. Je ne veux pas critiquer toute technologie. Il y a des avancements que j'aime bien de la technologie, mais il faut être au courant du fait que ça peut nous rendre plus vulnérables.